Donc on va pouvoir commencer ce soir. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir Camille Veit, donc qui est psychologue clinicienne, qui est maître de conférence en psychologie à Rennes 2. Psychopatho. En psychopathologie à Rennes 2, pardon. Et qui a un intérêt certain donc, pour l'histoire de la clinique, l'histoire de la psychiatrie, et qui ce soir va donc nous parler de l'antipsychiatrie avec un titre accrocheur, donc l'antipsychiatrie, ça n'existe pas? Point d'interrogation. Et donc on va parler d'une certaine antipsychiatrie, en tout cas d'une antipsychiatrie plutôt anglo-saxonne et plutôt dans le courant de l'après-guerre, même si effectivement aujourd'hui on aborde les choses selon un spectre un peu plus vaste et qu'on peut déjà parler d'une contestation de la psychiatrie ou de l'asile d'une façon un peu organisée déjà dès la seconde moitié du XIXe siècle. Et donc ce soir on va parler plus de la psychiatrie donc, dans l'après-guerre et donc je laisse immédiatement la parole à Camille Veit pour à peu près 1 heure de conférence et puis on se retrouve après pour la discussion. Et bien sûr si vous êtes en ligne, parce que je crois que vous êtes assez nombreux ce soir en ligne, n'hésitez pas à poser des questions. La formation médicale occidentale ne prévoit absolument rien pour préparer les étudiants et les jeunes médecins à intégrer l'aspect personnel de la psychiatrie dans la théorie et la pratique clinique. Si bien qu'ils sont déconcertés face à cette souffrance profonde dont ne fait pas mention leur formation professionnelle. On peut se dire que ça aurait pu être écrit peut-être récemment, tout ça, si bien qu'à lire aujourd'hui ce propos d'un certain Ronald David Laing, on comprend aisément le fracas et les effets de rencontre considérables qu'ont pu produire ces travaux pour toute une génération de cliniciens. Pourtant, c'est malgré tout un goût doux amer qui semble revenir aux lèvres de celles et ceux qui ont vécu ces années de contestation plurielle. Les nouvelles lectrices et nouveaux lecteurs de Laing, Cooper, Esterson, Berk et Barnes, pour ne citer que, ont ceci peut-être de particulier qu'ils n'ont connu ni l'époque dont il est question dans les textes, ni les conditions d'exercice décrites et décriées. Et pourtant, les faits semblent demeurer. Il serait donc bienvenu de se demander pourquoi. Alors que ce soit sur un mode idéologique, critique, schématique ou alors carrément caricatural, l'antipsychiatrie, s'il en est, on l'entend dans le titre que j'ai proposé ce soir, a sans conteste auguré un véritable mythe et n'a laissé personne indifférent. Le terme même avait été introduit par David Cooper, qui est né en 1931 et qui est mort en 1986, pour vous situer un peu au niveau des dates. Et donc il a introduit ce terme-là, Cooper, en 1967. Et ensuite, ce terme, évidemment, s'est très vite dispersé au point d'être en fait désavoué par Cooper lui-même, entre autres. Alors si les expériences dites antipsychiatriques datent des années 60, c'est la décennie qui suit, celle des années 70, qui va marquer un tournant en matière de diffusion des textes, en particulier en France, où les best-sellers anglais commencent à être traduits, publiés et très bien diffusés, notamment au Seuil et chez Stock. Alors les années 70 sont aussi importantes parce que les échanges entre les cliniciens anglais et la scène intellectuelle européenne de manière plus générale vont être soutenus par la création de différents groupes de travail centrés sur la critique des institutions et, on pourrait dire ça comme ça, la fabrique d'alternatives. Parmi eux, je pourrais en citer 2, mais évidemment, il y en aurait une dizaine qu'il faudrait au moins citer. Donc le premier, qui est très peu connu, c'est pour ça que j'en parle, c'est le Réseau international d'alternatives à la psychiatrie, qui est créé en 1975 à Bruxelles par Moni El-Kaïm, Robert Castel, Franco Basaglia et Félix Guattari. Un second groupe qui va être assez important dans ces années-là partira en fait du Centre international d'études et de recherche, alors pardonnez mon italien, qui s'appelle Critica della Istituzioni, où on retrouve encore une fois Franco Basaglia et Robert Castel,
mais aussi d'autres grands noms comme ceux de Chomsky, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, qui j'oublie, et puis évidemment Jean-Paul Sartre. Alors ni Laing ni Cooper, dont je vais vous parler beaucoup plus en détail tout à l'heure, ne figurent parmi les membres les plus actifs de ces groupes, mais ils vont quand même être très très régulièrement conviés aux rencontres et journées de travail, et les uns et les autres vont échanger, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de correspondances écrites dont on peut penser qu'elles ont eu des influences sur les travaux des uns et des autres. J'y reviendrai plus tard si on a le temps. Alors en matière d'antipsychiatrie, il semblerait, toujours aujourd'hui d'ailleurs, que diffusion et dispersion se confondent. Si bien que dans les années 70, toujours, l'antipsychiatre, c'est un petit peu l'homme de paille dès lors qu'il est question d'un discours ou d'une expérience critique ou même alternative en matière de soins psychiques, on pourrait le dire comme ça. Alors à titre d'exemple, si on va un petit peu lire ce qui s'écrit dans ces années-là, dans un numéro spécial que la revue L'ANEF consacre à l'antipsychiatrie en 1971, Sylvie Faure met déjà en garde contre une superposition trop rapide des expériences anglaises avec celle de la psychothérapie institutionnelle française déjà bien installée, ou encore avec les travaux du sociologue canadien Erving Goffman, que vous connaissez sans doute, parce qu'il est auteur du célèbre ouvrage qui s'appelle « Asile, études sur la condition sociale des malades mentaux ». Et donc, c'est plus de 40 ans plus tard, en 2015, que Jacques Hockman publie un ouvrage que beaucoup parmi vous ici doivent connaître, dont le titre même, « Les antipsychiatries, une histoire », illustre tout à fait bien cette pluralité sémantique que recouvre ce terme. Bref, des 60s à aujourd'hui, la dispersion dont je suis en train de parler là, autour du terme même, n'est pas sans avoir généré une certaine confusion tout à fait palpable. Sont toujours encore nommés antipsychiatres aujourd'hui, donc une variété de personnalités allant de Michel Foucault à Thomas Szasz. Et ceci quand bien même cette dénomination d'antipsychiatre a été maintes et maintes fois récusée par les principaux concernés. Szasz, par exemple, qui est quand même extrêmement connu et encore lu aujourd'hui par beaucoup de jeunes médecins, je pense. Il s'est souvent exprimé là-dessus en précisant prôner une anti-coercition, c'est son terme, et non pas une anti-psychiatrie. Il a reproché par exemple aux Anglais de considérer la personne comme victime, ce qui ne serait d'après lui pas beaucoup mieux que de la considérer en tant que seul cas. Là où les psychiatres cherchent le signe de la maladie mentale, les antipsychiatres, d'après lui, rechercheraient le signe, donc non plus de la maladie mentale, mais du génie. Ce avec quoi Szasz est en désaccord, en tout cas, c'est ce qu'il exprime dans ses textes. Reste que la dispersion de ce thème à la mode est intéressante et dit sans doute bien davantage qu'un simple manque de rigueur épistémologique. Il semblerait plutôt que cette dispersion traduise quelque chose qu'il est bon d'observer et peut-être d'interroger, un peu comme on pourrait le faire avec un symptôme. Alors on le sait bien, un symptôme a toujours quelque chose à dire. En même temps qu'il est un embêtement, pour pas dire autre chose, il révèle ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne peut pas peut-être trop entendre. Ici, ce serait évidemment pas à l'échelle d'un sujet, mais bien à l'échelle de la psychiatrie elle-même, voire du lien social au creux duquel elle s'est constituée et transformée au fil des temps, comme discipline, au sens de Foucault. Mais je crois qu'on peut aller encore plus loin, en disant que ce brouhaha épistémologique pourrait indiquer que les figures de l'antipsychiatre et de l'antipsychiatrie auraient aujourd'hui rejoint les rangs d'autres figures que l'on est supposé bien connaître, celles du fou et de la folie elle-même. Alors je m'explique. Comme on dit que le fou, c'est toujours l'autre, ou sa variante qu'on est peut-être toujours le fou de quelqu'un, il semblerait que l'antipsychiatre soit toujours l'autre, ou qu'on soit, de fait, toujours l'antipsychiatre de quelqu'un. Ces préalables posés, on peut donc maintenant traverser la Manche en direction de ces paysages anglais qui ont de toute évidence considérablement secoué les savoirs et de fait mis au jour quelque chose peut-être d'un point aveugle au sein de la discipline et plus encore sans doute
au sein du lien social dans son ensemble. Alors on l'entend dans le terme même. L'antipsychiatrie, s'il en est une antidiscipline. C'est comme ça que Cooper l'annonce. En tout cas, c'est un contre-discours qui ne vient évidemment pas de nulle part, puisqu'il est indissociable du contexte des 60s, ponctué, comme chacun sait, de contestations qui sont plurielles. Alors, dans les souterrains londoniens, à la fois la littérature, l'art, la psychiatrie s'alimentent, s'influencent continuellement et forment un bain bouillonnant de contre-culture, on pourrait dire. Les quêtes de libération sont dans toutes les conversations et sont elles aussi multiples et multiformes, culturelles, artistiques, universitaires aussi. Fleuron de cette ambiance, on peut citer la création d'une autre anti-institution, 3 ans avant Kingsley Hall, dont je vais parler tout à l'heure. Et cette anti-institution, c'est l'anti-université. Alors ce lieu ouvre ses portes à Londres le 12 février 1968. Et on veut y transmettre quoi? Eh bien, on veut y transmettre des idées dites révolutionnaires. Les contenus enseignés sont là encore extrêmement divers. Et les stars de la contre-culture, absolument pas que de la psychiatrie évidemment, vont défiler pour y faire court. Pour Cooper, ce sera psychologie et politique. Pour Joe Berk, ce sera projet de recherche sur les anti-institutions, puis anti-institutions et contre-société. Alors un certain Morton Schatzman aussi, qui travaillera à Kingsley Hall à ce moment-là, va proposer un cours qui s'appelle « La famille comme force contre-révolutionnaire ». Et Laing intervient quant à lui sur un enseignement intitulé « Psychologie et religion ». Alors à noter aussi la présence de grands noms tels que Yoko Ono, qui interviendra à l'anti-université. Alors Laing, Berk et Cooper, entre autres, participaient aussi à Londres en juillet 67 à un congrès international décisif qui s'intitule « Dialectics of Liberation ». Et Joe Berk, donc un grand psychiatre qui travaillera à Kingsley Hall, comme je vous le disais, fait partie de l'organisation, alors que Cooper dirigera la publication des actes. Encore une fois, ce n'est absolument pas un congrès qui n'accueille que des psychiatres. Alors Berk, pour dire un petit mot, c'était un psychiatre américain qui était venu à Londres pour rencontrer Laing, dont il admirait vraiment les premiers travaux, à commencer par le best-seller de Laing, qui paraît en 60 et qui s'appelle The Divided Self, traduit en français sous le titre Le Moi divisé, que tout le monde a lu dans les années 70 à peu près. Alors finalement, Berk, il se trouve qu'il va rester à Londres pour travailler et vivre à Kingsley Hall. Il raconte qu'il s'est installé notamment à Kingsley Hall avec sa femme, et puis ça a déclenché des grands mouvements de crise, notamment chez Mary Barnes, qui est allée uriner sur le lit du couple. Voilà, manifestation transférentielle, on pourrait dire. Mais bon, on reviendra peut-être là-dessus. Mais je reviens au congrès de 67. Je vous disais qu'il n'y avait absolument pas que des psychiatres. Parmi les autres intervenants, on peut citer Gregory Bateson, qui représente l'école de Palo Alto, très influent chez Cooper et chez Laing. Il y avait aussi Herbert Marcuse, en poste alors à ce moment-là comme prof de philo en Californie, Erving Goffman encore. Il y avait aussi Carmichael, qui est militant et leader du Black Panther à ce moment-là, ou encore Allen Ginsberg. Donc il faut vraiment s'imaginer que la psychiatrie ne fait pas sa révolution dans son coin toute seule, quoi. On peut même dire que la contre-culture, finalement, a opéré un peu comme une rampe de lancement des expériences anglaises, puisque la quête de libération et la révolution dans les savoirs vont toucher très directement la psychiatrie dans son rapport à l'institution, mais pas que. L'idée étant de renverser les règles de l'institution psychiatrique, et c'est justement ce à quoi s'engagea Cooper, dont je peux vous parler maintenant un petit peu plus. Je pense que c'était important de vous parler un peu de ce contexte avant d'entrer plus précisément dans ce qui s'est passé dans les deux expériences anglaises dont je vais vous parler, que sont l'expérience du pavillon 21 menée par Cooper et l'expérience de Kingsley Hall qui avait été initiée, comme on le verra, par la Philadelphia Association.
Alors Cooper, il est né en Afrique du Sud, où il fait ses études de médecine avant d'arriver ensuite à Londres, où il va commencer à travailler comme psychiatre. Et alors là, c'est un point commun qu'il va partager avec Laing, avec Berck, mais avec beaucoup d'autres psychiatres de sa génération. C'est-à-dire qu'il va être très 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 déçu par ce qu'il va découvrir quand il va commencer à rencontrer des patients dans les structures où il va commencer à travailler. Alors Cooper, il est absolument pétri d'existentialisme, c'est un très grand amateur de Sartre. Là aussi, ça va être un grand point de rencontre avec Laing, puisqu'ils vont travailler tous les deux à un ouvrage qui va traiter de la philosophie de Sartre, ouvrage qui paraît en 1964. Alors Cooper, j'avais commencé à le dire tout à l'heure, il va très vite veiller à s'opposer aux conceptions et procédures traditionnelles, je le cite. Alors il va s'opposer, à commencer par l'étiquette diagnostique de schizophrénie, qui considère à certains égards comme, je le cite, un mode d'invalidation sociale. Alors je peux préciser peut-être tout de suite que ce n'est pas tant le diagnostic lui-même qui invalide, selon Cooper, mais plutôt ce qui entoure le diagnostic. Ça, c'est important de le rappeler parce qu'on a souvent dit que Cooper, comme Laing, avait nié l'existence même de la maladie mentale, ce qui n'est pas tout à fait juste, il me semble. Donc pour Cooper, ce n'est pas le diagnostic lui-même qui invalide, c'est plutôt les entours, c'est-à-dire ce qui précède et ce qui succède au diagnostic. À savoir, pour le patient, je le cite dans Psychiatrie et antipsychiatrie, se conformer à un rôle passif et inerte, celui de l'invalide ou du patient, pour suivre ensuite ce qu'il va appeler une carrière de schizophrène. C'est une formulation qu'on trouve aussi évidemment, et puis qu'on trouve aussi ensuite chez Berck. C'est vraiment une formulation qui va être reprise, qui est extraite de son époque, vraiment. Alors Cooper va reprocher à la psychiatrie de s'être alignée, je cite, sur les besoins de la société dans laquelle elle s'exerce, ce qui est aussi une idée grandement partagée à cette époque-là. Et lorsque ce sont les personnes elles-mêmes qui s'adressent à la psychiatrie, ça c'est plutôt intéressant de le noter, comme il le fait en tout cas, et il remarque, Cooper, que c'est en fait pour avoir des techniques leur permettant de se conformer aux attentes de la société. Alors évidemment, ça nous donne à penser un petit peu les missions qui tendent à être confiées aujourd'hui à la santé mentale, qu'on n'appelle plus psychiatrie, mais santé mentale, ce qui est évidemment pas sans effet sur ce qu'on va en attendre dans la société, mais peut-être qu'on pourra en discuter tout à l'heure. Bref, Cooper, c'est sûr, est absolument pas tendre avec sa discipline, comme il n'est absolument pas tendre avec la famille, voire par exemple un ouvrage qui publie en 1971 qui s'appelle « Mort de la famille ». Bon, c'est pas très très métaphorique, hein. Donc, c'est Psychiatrie et antipsychiatrie qui est l'ouvrage le plus connu de David Cooper, et je le disais, c'est un texte qui va faire date et qui va être très très lu en France, notamment dans les années 70, puisqu'il va paraître au Seuil, quand même au champ freudien, avec le soutien, entre autres, de Maud Manoni, qui va vraiment pousser et aider à la publication et à la traduction aussi de Cooper, de l'anglais au français. Alors, dans cet ouvrage, Cooper va témoigner, entre autres, de l'expérience assez originale dans laquelle il s'engage entre 1962 et 1966. C'est la fameuse expérience du pavillon 21 qu'il mène dans un hôpital qui s'appelle le Shenley Hospital, c'est dans le nord de Londres. Alors, ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est qu'en fait, ça a été très, très, très documenté. Pour la bonne et simple raison, Cooper, en fait, avait obtenu un financement. Et comme à chaque fois qu'on obtient des financements, il faut rendre des comptes au sens propre et figuré. Et donc, en fait, c'est assez intéressant pour nous aujourd'hui, parce qu'on peut suivre de très près ce qui s'est joué dans cette expérience. Alors, c'est un projet qui est vraiment clinique et qui va concerner très concrètement 42 patients. 20 hommes et 22 femmes qui vont être choisis selon des critères assez spécifiques. Le critère le plus important, c'est le fait que les patients choisis devaient vivre leur première ou au maximum leur seconde crise psychotique et avoir peu ou pas d'expérience de la psychiatrie. Alors, Cooper explique que pour que ça fonctionne, en fait, ce qu'il tente de mettre en route au pavillon 21,
il faut que les patients n'aient pas déjà appris les règles associées au rôle de malade. C'est pour ça qu'il dit ça peut fonctionner que si les patients découvrent la psychiatrie, finalement. Alors, malgré tout, chacun des patients devait avoir été diagnostiqué schizophrène. C'est comme ça qu'il l'écrit dans le livre. Diagnostiqué schizophrène par 2 psychiatres au moins, évidemment, psychiatres qui ne devaient pas faire partie de l'équipe de Cooper. Les soignants, quant à eux, ça aussi c'est extrêmement intéressant, doivent répondre au moment où ils sont embauchés à certaines caractéristiques et sont triés sur le volet, littéralement. Ce doit être de jeunes infirmières et infirmiers ayant une bonne capacité à tolérer l'angoisse, à faire face à leurs propres problématiques et à leur propre folie, dixit Cooper. Il faudrait réfléchir à comment intégrer ça dans les études de médecine, dans le fameux concours. Enfin. Alors, durant les 4 années de l'expérience, toute classification, quelle qu'elle soit, entend être bannie. Ceci pour éviter ce que Cooper appelle la sclérose institutionnelle, produite par les distinctions, entre autres, évidemment, entre malades et infirmiers. C'est ce qui est observé par Cooper dans les établissements classiques. Alors, des rôles soignants vont être alloués, malgré tout, à des infirmiers classiques, je le disais, mais il y a aussi dans le service des personnes que Cooper appelle des thérapeutes sociaux. Ces thérapeutes sociaux, comme il les nomme, vont être invités, en fait, à créer des liens avec les malades, des liens de confiance, c'est comme ça qu'il le dit, basés sur des échanges simples et quotidiens. Alors, quand on lit ça, on se demande ce que faisaient les autres, ce que faisaient les infirmiers, est-ce qu'ils faisaient que des injections, je ne sais pas. Bon. En tout cas, Cooper remarque, en passant, que les expériences personnelles de crise et de guérison de certains patients les rendent particulièrement utiles et précieux au sein du groupe. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qui va revenir ensuite à Kingsley Hall et qui va être beaucoup développé. Alors, le traitement qui est proposé au pavillon 21 va être basé sur, je cite les termes de Cooper, une thérapie orientée à la fois sur la famille et sur le milieu. Alors, Cooper explicite les choses de la façon suivante. Il va dire que le traitement consiste, je le cite, à mettre en lumière et à dénouer systématiquement des schémas de communication considérés comme schizogènes au sein de la famille. Et ensuite, il continue, et il dit que le travail consiste en une mise en lumière aussi et un dénouement des mêmes schémas de communication, tant entre patients qu'entre soignants et patients. Il développera aussi beaucoup de choses autour de la nécessité de la continuité du personnel, notamment en relation avec la famille, pendant et après le séjour du patient à l'hôpital. Alors, il insiste beaucoup, Cooper, sur le fait qu'il n'ait pas eu recours au traitement de choc ni à la lobotomie, qui était quand même encore pratiquée à cette époque, durant toute cette période dans le service. Alors on entend dans ces objectifs-là, évidemment, l'influence des travaux de Bateson, Václavic, Jackson et Wickland à propos de la communication et du double bind, qui est une référence extrêmement importante, autant chez Cooper que chez Laing d'ailleurs. Alors contrairement à ce qui a été transmis par rapport à l'antipsychiatrie, occasionnellement la médication va être utilisée au pavillon 21, ce sera le cas aussi à Kingsley Hall. Principalement des tranquillisants à faible dose. Alors, je vous ai ramené les chiffres, si vous voulez. Après, moi, j'y connais pas grand-chose en dose de chlorpromazine, mais peut-être qu'on pourra en discuter. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? 300 mg. Alors, aucun patient homme n'a reçu plus que l'équivalent de 300 mg de chlorpromazine, et 25% des patients n'ont reçu aucun tranquillisant. 300 mg, c'est pas une petite dose. Oui, oui. Mais alors, il ne précise pas si c'est sur combien de temps ? Oui, oui. En 24 heures, une semaine. Bon, on peut évidemment plus lui demander. Mais... Bon. Alors sur la question des familles, qui est une question extrêmement récurrente chez Cooper, il ne va pas, Cooper, juste se dire que les familles rendent les patients malades, point. Il va essayer de proposer quelque chose. Il va essayer, je le cite, d'aider le patient et sa famille à être moins perturbants l'un pour l'autre. Bon. Plutôt pas mal.
En tout cas, bon, la vie quotidienne aussi, pour que vous ayez une idée un petit peu de ce à quoi, de ce qui se passait. La vie quotidienne s'articule autour de réunions, de groupes thérapeutiques aussi, de groupes de travail et de réunions du personnel. Alors c'est intéressant de le préciser parce que c'est l'un des points sur lequel Kingsley Hall, quelques années plus tard, sera beaucoup critiqué, sur le fait qu'il n'y avait pas assez de réunions cliniques, entre guillemets. Mais on y reviendra. On va revenir sur beaucoup de choses. Oui. Alors au fil des jours, on remarque aussi que se constituent ce que Cooper appellera des groupes spontanés, c'est-à-dire des groupes en fait qui se formaient en dehors de toute indication ou en dehors de toute prévision. Donc là aussi, Cooper remarque que les effets de ces groupes sont tout à fait intéressants et soutenants pour les personnes hospitalisées. Alors en guise de résultat, chaque personne admise au pavillon 21 ressort l'année suivante avec en moyenne une durée de séjour de 3 mois. Un an après, il nous donne des éléments aussi sur le taux de réadmission, puisque un an après, ce qu'on a, c'est que ce taux s'élève à 17%. Alors de tels chiffres témoignent, selon Cooper, d'une première approche sérieuse pour, je le cite, une révision radicale de la stratégie thérapeutique employée dans la plupart des unités psychiatriques en relation avec le schizophrène et sa famille. Alors vous entendez que je m'appuie beaucoup sur leurs propos pour que soit entendu le fait qu'il y avait quand même des stratégies thérapeutiques tant chez Cooper que chez Laing, contrairement à ce qu'on a pu en dire. Donc, si l'essai est concluant sur quand même certains aspects cliniques, il s'achève malgré tout sur fond de dissension en fait, avec le reste de l'hôpital, concrètement avec les autres services, avec qui la coexistence devient très difficile. Les conclusions de Cooper à ce propos sont formelles et plutôt sans équivoque. Pour lui, aller au bout de l'expérience va nécessiter de se dégager des murs malades de l'hôpital et de créer ainsi ce qu'il va nommer un anti-hôpital. Donc il commence quand même à avoir cette idée avant la fin de l'expérience. Et donc là, on se situe en 65. Cooper va rejoindre 2 autres psychiatres qui se connaissent déjà pour avoir travaillé ensemble, notamment sur les familles, là encore. Ces 2 psychiatres, c'est Ronald David Laing et Aaron Esterson. Alors ils vont fonder ensemble un groupe qu'ils vont appeler la Philadelphia Association. Et alors ils ne sont pas tout seuls, hein, parmi les autres membres figurent aussi des noms qui sont très peu connus, donc je vais les nommer quand même, parce qu'ils ont beaucoup compté. Alors il y a John Eaton, qui était un ophtalmo, qui s'était ensuite reconverti en psychothérapeute. Il y a quelqu'un qui s'appelle Clancy Seagal, qui est militant et écrivain, et qui a écrit un super bouquin qui s'appelle Zone of the Interior, où il parle de Kingsley Hall. Ça n'a pas été traduit, à ma connaissance. Il y a aussi Raymond Blake, un homme d'affaires, Sidney Briskin, un travailleur social, et Joanne Connold, infirmière. Alors les 2 derniers, pour ceux qui auraient lu Mary Barnes, Un voyage à travers la folie, les 2, là, Sidney Briskin et Joanne Connold, reviennent beaucoup, parce qu'ils ont passé pratiquement 5 ans à Kingsley Hall, à vivre là avec les personnes accueillies. Alors, la Philadelphia Association, quel est l'objectif de ce groupe? Ils veulent créer des lieux susceptibles d'accueillir des personnes aux prises avec un état de désarroi et de souffrance psychique. C'est les fameux homes ou households, qui ont été traduits souvent en français par les communautés, ce qui ne veut quand même pas tout à fait dire la même chose. Alors la Philadelphia Association a aussi des objectifs beaucoup plus théoriques et intellectuels, on pourrait dire, comme par exemple le fait de favoriser et développer les rencontres avec d'autres cliniciens, d'autres intellectuels venus des États-Unis, d'autres pays d'Europe, etc. On organise au sein même de Kingsley Hall, par exemple, des séminaires, des conférences, auxquelles participent évidemment les résidents, mais aussi évidemment des psychiatres, des psychologues venus de partout,
Par exemple, c'est Maud Manoni, dont j'ai déjà un peu parlé avant, qui va aller visiter Kingsley Hall dans ce contexte et qui va être absolument passionnée par ce qu'elle va y découvrir. Alors la Philadelphia Association va annoncer se consacrer à l'étude de questions comme l'invalidation sociale, la normalité, en 2 mots, hein, la maladie, le pouvoir, la subversion, etc. Et donc ces 3 maisons qui vont voir le jour dans ce cadre, et évidemment la plus célèbre d'entre elles, Kingsley Hall, va ouvrir ses portes le 1er juin 1965. Et la première patiente, ce sera évidemment Mary Barnes, patiente la plus connue, dont je parlerai peut-être un peu aussi après. Alors à l'intérieur de ces expériences-là, ou au sein des maisons, là encore, ce qui relève du rôle est proscrit. Alors évidemment, ce qui est évacué des discours n'est pas sans faire parfois retour dans la pratique. On le verra. Chacune et chacun, en fait, est appelé à être membre de la communauté plutôt que psychiatre, infirmier ou malade. Destitué de son savoir-pouvoir, le professionnel a une fonction d'accompagnement, dixit Berck, un accompagnement du processus naturel de guérison, dixit Laing. C'est vraiment une formule de Laing, ça. Alors, chacun, en fait, sur place, est appelé résident. Tous les résidents vivent sur place, que ce soit les psychiatres, les travailleurs sociaux, chacun a le même nom, le même statut de résident. Et chacun, c'est ça qui est important, peut être appelé à accompagner celles et ceux qui en auraient besoin. Ce sera le cas, évidemment, de Mary Barnes, dont Thomas Szasz, dans sa critique de l'expérience, dira qu'elle est à l'antipsychiatrie ce que l'homme au loup est à la psychanalyse. C'est-à-dire le cas princeps ou le cas paradigmatique. Alors, en empruntant un terme à la psychothérapie institutionnelle, dont je parlerai tout à l'heure, on pourrait dire que ce qui sera repéré ici, c'est la circulation de la fonction soignante. Bien sûr, les Anglais, à ce moment-là, n'ont pas de postulat théorico-clinique à ce propos, contrairement à ce qui se propose déjà depuis plusieurs années en France, depuis Tosquelles, en fait. Mary Barnes décrit très bien ce qui se passe à ce niveau-là dans son ouvrage, l'ouvrage que j'ai mentionné tout à l'heure, Voyage à travers la folie. Alors à ce propos, elle va écrire, je la cite, « Seuls les gens qui comprenaient vraiment ne couraient aucun danger à m'approcher. » Les gens qui comprenaient vraiment. C'est-à-dire, elle l'expliquera plus tard, qui ont vécu la même expérience que moi, c'est-à-dire la traversée dans ce qu'elle appelle, elle, la folie. Alors, elle va camper à son tour, Mary Barnes, cette fonction de guide, comme elle est nommée, pour quelques autres, à l'instar d'un certain Geoffroy, John Woods, et d'une dénommée Catherine, sur laquelle elle va écrire des pages et des pages et des pages dans ce bouquin dont je vous conseille vraiment, vraiment la lecture. Certains l'ont lu déjà? Non? C'est vraiment un bouquin à lire. Est-ce que vous pouvez raconter un tout petit peu l'histoire de Mary Barnes, peut-être, pour peut-être que je le ferai plus tard. D'accord. Alors, pour dire un mot sur la présence de Geoffroy, qui est une personne qui vit dans la maison, il va être, c'est quelqu'un qui tentait pendant tous les jours de mettre le feu dans la maison. Et donc évidemment, c'est une conduite qui va faire beaucoup de bruit et ça va inquiéter tout le monde. Il va y avoir beaucoup de rassemblements pour savoir s'il faut l'exclure, notamment. Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'il faut l'exclure? Est-ce qu'on le laisse foutre le feu à la maison? Et alors, Mary Barnes, elle raconte à ce propos qu'en fait, elle éprouve aucune crainte à l'égard de ce jeune homme, ce qu'elle explique encore une fois par sa capacité à le comprendre. Elle sera vraiment, c'est vraiment quelque chose qui irrigue tout son travail psychique, on pourrait dire, cette idée de comprendre. Alors en 70, le bail va prendre fin, donc ça va durer 5 ans, cette expérience de Kingsley Hall, dans un contexte où le voisinage se montre de plus en plus réfractaire au mode de vie de la communauté. Alors Kingsley Hall, qui existe toujours, c'est plus une communauté thérapeutique, mais le bâtiment existe encore à Londres. Il faut vraiment s'imaginer le bâtiment
dans la banlieue de Londres. Donc il y a des immeubles tout autour. Il faut quand même s'imaginer qu'à Kingsley Hall, on prenait j'en parlerai après, mais on prenait du LSD, il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient, il y avait des concerts. Bon, donc pour les familles qui vivaient à gauche et à droite, c'était pas toujours hyper calme comme environnement. Donc on peut comprendre que ça ait joué un rôle certain dans la fermeture de la communauté. Mais on peut aller plus loin, et c'est ce qu'a essayé de faire Joe Berk dans un congrès auquel il a participé en 2009, donc vraiment dans l'après-coup, 2009, fermeture de Kingsley Hall 70. Donc en 2009, Berk, qui a donc, comme je vous le disais, travaillé et habité pendant plusieurs années à Kingsley Hall, va faire quelques hypothèses au sujet des raisons qui auraient entraîné la fin de l'expérience. Alors j'en parle aussi de ça parce que ces derniers temps, on entend beaucoup de tentatives au sens de l'INI, c'est-à-dire d'initiatives de créer d'autres lieux parce que l'hôpital est trop malade. C'est vraiment des choses qui reviennent. Et je pense qu'étudier ce qui a entouré la fermeture ou la fin de ces expériences peut vraiment nous aider. Alors parmi les différentes hypothèses que va faire Berk, il va évoquer évidemment les hypothèses très basiques du manque de calme dans la maison et de l'inconsistance des soins offerts au quotidien. Alors évidemment, à Kingsley Hall, il y avait plein d'activités qui étaient proposées, alors des groupes de lecture aux conférences en passant par des cours de yoga, de peinture ou de tissage. Mais le problème, c'est que tout ce qui était reprise clinique, je l'évoquais tout à l'heure, c'était plutôt rare en fait. Et ça a, en tout cas c'est Berk qui en fait l'hypothèse, ça a vraiment manqué pour pouvoir supporter littéralement l'être avec les expériences de crise qui étaient traversées par les sujets qui vivaient là. Alors un autre point soulevé par Berk concerne justement l'insuffisante analyse des mouvements transférentiels dans une communauté bâtie quasi exclusivement, et ça c'est pas le seul à l'avoir dit, autour de la figure charismatique et omniprésente de Leng. Il faut vraiment s'imaginer que Leng, c'est la rockstar des années 60. Il est connu absolument pas que dans le champ de la psychiatrie, mais il est connu partout. Il est invité à faire des conférences, il va aux États-Unis, il rencontre Leary. Bon, c'est vraiment la politique il est pris dans la politique de l'extase, Leng. Donc la vie à Kingsley Hall était prise de toute évidence, on peut dire ça comme ça, dans des enjeux non analysés, incluant des rapports de subordination à l'endroit de celui que d'aucuns ont pu nommer le chaman de Kingsley Hall. Berk note enfin comme les visées politiques auraient peu à peu pris le pas sur les visées plutôt cliniques. C'est d'ailleurs sur cet axe que Cooper prendra très très vite de la distance, contrairement à ce qu'on pense là encore, avec Esterson et avec Leng. Et avec la Philadelphia Association en général d'ailleurs, puisqu'en fait il a été inactif dès 1968 et il s'est retiré de la Philadelphia Association en 1971. Si bien qu'il aura en fait été très peu présent à Kingsley Hall, par exemple, là aussi, contrairement à ce qui peut être transmis. Alors ce qui est intéressant là encore, c'est que pour les membres de la Philadelphia Association, qui sont restés membres de ce groupe qui existe d'ailleurs toujours, l'antipsychiatrie, c'est David Cooper, c'est pas eux. Ça, c'est absolument frappant, absolument frappant. Et on peut voir à ce propos un texte de Léon Hedler, notamment, qui a aussi travaillé à Kingsley Hall, et qui a travaillé aussi avec Joe Berk, après la fermeture de Kingsley Hall, à ouvrir d'autres lieux, des centres de crise notamment à Londres. Au sujet de la fermeture toujours de Kingsley Hall, on ajoutera qu'elle n'est sans doute pas étrangère non plus au revirement de Leng du côté des états modifiés de conscience dès 1964, période où, je vous le disais tout à l'heure, il va rencontrer Leary aux États-Unis, chantre du LSD, donc, Timothy Leary. C'est la politique il a écrit un bouquin en 1968 qui s'appelle La politique de l'extase. Il a travaillé sur le LSD avec Alpert notamment. Mais dans une perspective de traitement psychique. Oui, avec. C'est pris dans un courant de la psychologie aux États-Unis. L'idée étant de tenter de recréer l'expérience de l'hallucination, mais à l'aide du LSD.
Et évidemment, Laing s'est beaucoup intéressé à ça et a fait beaucoup d'allers-retours entre l'Angleterre et les États-Unis. Alors Laing va jusqu'à rapprocher peu à peu, surtout à la fin des années 60 et au début des années 70, l'expérience psychotique de ce qu'il appelle, lui, la transcendance. Alors d'anciens résidents de Kingsley Hall, et puis lui aussi d'ailleurs, il en parle très ouvertement, raconte que, évidemment, contexte contre-culturel aidant, il y avait du LSD qui circulait très très facilement, très très régulièrement dans la maison. Et Laing a pu considérer d'ailleurs que bien accompagner la prise de LSD, au même titre que la médication, mais aussi au même titre que la méditation, pouvait favoriser l'élargissement de la conscience et la traversée de ce qu'il avait appelé, lui, la métanoïa. C'est le terme qu'il avait donné à une expérience qu'il entendait soutenir, une expérience de déconstruction-reconstruction nécessaire à ce que le sujet puisse accéder à ce qu'il appelait, lui, son véritable moi. Alors évidemment avec l'influence de Winnicott derrière, puisqu'il se trouve que Laing a travaillé avec Winnicott, il s'est formé auprès de Winnicott, il a travaillé à l'Institut de psychanalyse à Londres avant d'ouvrir Kingsley Hall. Bref, s'il fut reproché à Cooper de vouloir transformer la figure du fou en contestataire révolté, il fut reproché à Laing de tirer la figure du fou du côté du génie. Et c'est vraiment ça qui reviendra dans les critiques. Alors peut-être qu'il faut, je regarde le temps qui passe, dire un mot de la conception singulière et très originale de la psychose qui va se dessiner au fil des années, à la fois chez Cooper, à la fois chez Laing, et puis en marge chez Esterson aussi. La psychose, et ça c'est vraiment un point de rencontre, malgré tous leurs désaccords, pour eux tient avant tout de ce qu'ils appellent une expérience. Ce terme d'expérience est un signifiant central de l'antipsychiatrie et va être le fil conducteur de sa trajectoire depuis la fin des années 50 jusqu'aux tout derniers écrits de Laing, de Cooper, de Joe Berk, et on retrouve aussi ça très présent chez Mary Barnes par exemple. Alors une chose est sûre, c'est que pour ces cliniciens, ni la folie, ni la schizophrénie ne sont au départ, et ça ils insistent beaucoup là-dessus, ne sont au départ de l'ordre de ce que la médecine appelle maladie. Ça ne veut pas dire que la maladie n'existe pas. Ils disent qu'au départ, c'est une expérience, mais c'est en étant en contact avec l'institution psychiatrique, il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience qui va être nié, c'est l'hypothèse qu'ils font, nié et donc invalidé. Et c'est de là que va s'installer, se chroniciser le sujet dans son rôle de malade. Voilà. Alors je vais passer un peu vite là-dessus. Bon, là-dessus, on peut lire ce que Cooper écrit dans Psychiatrie et Antipsychiatrie et tout ce qu'il a écrit, plus tard. C'est vraiment quelque chose qui revient. Alors, je passe peut-être pour avoir le temps de bien en discuter, sur la rencontre avec les autres discours critiques de l'institution, puisque à la fin des années 60, les thérapeutes de la Philadelphia Association vont développer leurs échanges avec des praticiens français, notamment à l'occasion du congrès sur les psychoses organisé à Paris en 67, où Cooper, Laing, Berk, Esterson et Léon Redler vont rencontrer notamment les spécificités de la clinique institutionnelle française et découvrir davantage les alternatives qui y sont déjà bien installées, sous l'effet évidemment du désaliénisme et de la psychothérapie institutionnelle. Ça fait quand même déjà quelques années, lorsqu'il débarque là en 67, qu'un certain Lucien Bonafé avait invité le personnage du psychiatre, formule de 48, le personnage du psychiatre, à questionner son rôle. Alors je cite Bonafé. Le désaliéniste est celui qui, ayant jeté aux orties le froc de l'aliéniste, se présente sur la place publique en disant « Qu'y a-t-il pour votre service ?» Il travaille à aider les divers organes de la société à vaincre l'intolérance. Ça, c'est Bonafé. Alors, à le réentendre là,
on se dit que les uns et les autres pouvaient quand même avoir de quoi s'entendre, au moins au départ. Alors au congrès, là, ce fameux congrès sur les psychoses de 67, participent évidemment plein de grands noms, dont Jean Houry et François Tosquelles. Et donc les uns et les autres vont discuter, se rencontrer, échanger, et puis très vite se disputer quand même, autour de certains points. Alors Houry, donc je vous ai dit qu'il était présent en 67. Houry, c'est le fondateur de la clinique de Laborde en 53, fleuron de la psychothérapie institutionnelle. Houry va être absolument radical à propos de ce qu'il nomme sans détour les conneries de l'antipsychiatrie. Il s'est toujours, lui, détaché de toute association à une position anti. Alors je le cite, vraiment Houry, il parle de l'antipsychiatrie dans pratiquement tous ses bouquins, pour dire à quel point, lui, ça n'a rien à voir avec l'antipsychiatrie, ce qu'il fait. Alors par exemple, il dit « Je ne suis quand même pas naïf, je ne suis pas pour la métanoïa d'hier, je ne suis pas anti, il ne faut pas croire. » Quant à Félix Guattari, qui a été en charge, comme vous le savez sûrement, des questions administratives à Laborde, et il a insufflé un grand nombre de pratiques, par exemple de la grille à l'analyse institutionnelle, en passant par sa conception de la transversalité, eh ben, Guattari, il a côtoyé Laing, mais surtout Cooper. Pour lui, l'antipsychiatrie était, je le cite, la plus apte, par certains de ses aspects, à briser la référence familiale traditionnelle, mais y a échoué. Ça, il en parle dans l'Anti-Oedipe, donc avec évidemment Deleuze. Donc dans l'Anti-Oedipe, on lit que Laing est l'antipsychiatre le plus révolutionnaire, puis qu'il est retombé au fil de ses développements autour du voyage de l'ego au vrai moi, dans, je cite à nouveau l'Anti-Oedipe, les pires postulats familialistes, personnologiques et moïques. Et Guattari poursuit en disant que c'est là peut-être la raison même de l'échec de l'antipsychiatrie et les raisons de sa récupération au profit des formes adaptatives de psychothérapie. Sans pour autant la valider, Houry préférait, semble-t-il, la Psychiatria Democratica italienne de Basaglia aux niaiseries, je le cite encore, de l'antipsychiatrie anglaise, trouvant la première moins schématique que la seconde. Ça, il en parle entre autres dans Préalable à toute clinique des psychoses. Il décrit Basaglia comme un naïf qu'il aimait bien, comme un type très sympathique. Il ne dira pas tout le temps ça, mais là, en tout cas, c'est ça qu'il écrit. Alors Basaglia va venir à Laborde et Houry va aller à Gorizia, où il va rencontrer Jervis aussi. Il reconnaît Saint-Alban à ses débuts, tout en décrivant ce qu'il voit comme un idéalisme mal ficelé. Alors en 1977, peu avant la nouvelle réglementation et l'application de la loi 180 en Italie, un congrès va être organisé à Trieste par l'équipe de Basaglia. Sartre et Cooper, par exemple, vont y intervenir. Alors, la loi 180, pour dire quelques mots, même si j'ai dit que je n'allais pas développer ça, c'est un tournant majeur de la psychiatrie italienne, puisque en 1978, elle va impulser la fermeture de nombre d'hôpitaux psychiatriques et le soin de 150 000 malades mentaux hors les murs de l'institution où ils étaient jusqu'alors hospitalisés. Alors ce qui est intéressant, c'est que selon, c'est Salomon Resnick qui parle de ça, selon Resnick, qui était un ami de Basaglia, la proposition de loi aurait été en partie quand même influencée par Laing et par Cooper via la lecture que Basaglia avait faite de leurs ouvrages. Mais alors Resnick, il dit, sauf qu'en fait, Basaglia les avait mal compris. Mais, et ça encore, c'est quelque chose qui se répète, à l'instar des Britanniques qui réfutent absolument toute comparaison avec les Italiens. Et juste peut-être pour dire, ce projet de loi, du coup, ça avait pour but de la suppression, c'est ça, des hôpitaux. Hein. Oui, des hôpitaux censés accueillir juste des personnes souffrant de maladies mentales. Ouais, je vais en reparler. D'accord. Mais à l'instar des Britanniques qui réfutent toute comparaison avec les Italiens, la Psychiatria Democratica dénie fermement, mais vraiment fermement, toute référence au terme d'antipsychiatrie. C'est une résurgence du « c'est pas moi, c'est l'autre », on pourrait se dire ça. Alors il est tout de même intéressant de regarder d'un petit peu plus près les textes et les expériences à la fois de ladite antipsychiatrie anglaise, de la psychothérapie institutionnelle française et de la Psychiatria Democratica italienne sur quelques points, dont cette question de l'hôpital.
L'idée étant de les lire et de les interroger en parallèle et pas de les comparer bêtement. Alors un axe de convergence entre ces trois champs se dessine peut-être dans leur reconnaissance respective du fait que l'hôpital, ça nous concerne quand même un peu, puisse ne pas être toujours salutaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour Cooper, je le cite, « L'hôpital soigne attentivement les corps, mais assassine les personnalités individuelles. » Je vous ai dit, il n'y va pas de main morte, Cooper, quand il s'agit de parler de l'hôpital. Pour Oury, évidemment dans un autre champ, donc Oury, psychothérapie institutionnelle en France, pour Oury, je le cite, « La plupart des hôpitaux sont nocifs en raison de la pathoplastie qu'ils entretiennent et qu'ils produisent. » C'est-à-dire, c'est l'idée, la pathoplastie, que le milieu crée de la pathologie. Si le halo de l'hôpital est diversement critiqué ici, c'est la teneur de cette critique qui va différer, de même que les solutions alternatives proposées. Alors j'ouvre ici une parenthèse en disant que je laisse délibérément et honteusement de côté, aujourd'hui peut-être en tout cas, toute l'influence pourtant majeure de la sociologie, de la psychologie et de la psychiatrie américaine et anglaise sur les expériences cliniques dites antipsychiatriques et plus largement dans le champ psychiatrique de ces années, c'est-à-dire Harry Stack Sullivan et la psychiatrie communautaire, Joshua Birer et les communautés thérapeutiques en Angleterre, puis ensuite Maxwell Jones qui reprend cette idée, qui la développe aux États-Unis puis en Angleterre, où il développe, in fine, évidemment, la psychiatrie sociale. Tout ça est très peu enseigné en France, alors que ces textes sont extrêmement intéressants et utiles pour la clinique en institution, me semble-t-il. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que Jones est vraiment un point de rencontre entre Laing et Basaglia, puisque à la fois Laing et à la fois Basaglia ont été des grands lecteurs de Jones, et ils sont allés même en stage chez Jones. Mais bon. Donc, la question qui demeure, c'est bien beau de dire que l'hôpital est malade, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, la psychothérapie institutionnelle va proposer de le soigner, l'hôpital, par l'analyse institutionnelle, entre autres, évidemment. Il faudrait faire 3 heures rien que sur ça. Mais bon. Tandis que l'antipsychiatrie va le contester et appeler à son renversement, ou renversement des fameux principes traditionnels dont on avait parlé tout à l'heure. Dans la démarche italienne, cette fois d'une institution en négation, pour reprendre le titre d'un bouquin de Basaglia paru en 68, l'hôpital, on le disait tout à l'heure, va être finalement, on pourrait le voir comme ça, neutralisé. 10 ans après ce texte Princeps de Basaglia, donc l'institution en négation, la fameuse loi 180 sera effectivement soutenue par cette volonté de prise en charge des questions de santé mentale dans et par la communauté. En tout cas, c'est vraiment le projet initial. À cette période, les instigateurs de la loi 180, donc Basaglia en tête, visent un dépassement, là je cite la loi, le texte de loi qu'on trouve sur Internet, vise un dépassement progressif des hôpitaux psychiatriques, un dépassement progressif, c'est ça qui est écrit, dépassement progressif des hôpitaux psychiatriques et une utilisation différente des structures existantes. Alors là, ensuite, le texte continue. En tout cas, avec cette loi, il va être défendu, je cite à nouveau la loi, défendu de bâtir de nouveaux hôpitaux psychiatriques, d'utiliser ceux actuellement existants comme divisions spécialisées psychiatriques d'hôpitaux généraux. D'instituer dans les hôpitaux généraux des divisions ou sections psychiatriques, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe aujourd'hui, mais bon, d'instituer comme telles des divisions ou sections neurologiques ou neuropsychiatriques. Alors un autre point de discorde, j'en essaime comme ça quelques-uns très vite, trop vite sûrement. Autre point de discorde entre ces 3 paysages, c'est autour du concept d'aliénation, là aussi, dont il faudrait parler, puisque en fait chacun de ces paysages s'est saisi de cette idée de l'aliénation, mais de façon assez différente. Alors Oury s'est montré, là encore, critique à l'égard de l'abord de l'aliénation chez Cooper, surtout, une aliénation qui serait responsable de la maladie mentale. En tout cas, c'est comme ça qu'il comprend Cooper Oury. Un peu comme si, une fois traitée l'institution, la maladie mentale disparaîtrait. Une fois traitée l'aliénation, la maladie mentale disparaîtrait. Alors Oury dit bien sûr que c'est bien plus compliqué que ça. Il va reprocher aussi aux cliniciens anglophones de transformer les fous en contestataires révoltés. C'est d'Oury que ça vient, ça, cette idée de contestataire révolté.
Alors dès 1957, lui, Houry, insistait plutôt sur une nécessaire distinction extrêmement connue entre aliénation psychotique et aliénation sociale, rappelant en fait que le sujet schizophrène était aux prises avec ces deux formes. Alors on notera quand même que Cooper, justement, avait consacré une communication entière à la différenciation entre ce qu'il appelait, lui, aliénation mentale et aliénation sociale, au fameux congrès sur les psychoses de 67, où il avait été convié par Manoni, auquel était présent Lacan aussi, accessoirement. Alors par sa filiation, que j'évoquais tout à l'heure, aux communautés thérapeutiques de Jones, les Homes anglais, là, dont Kingsley Hall, dont j'ai parlé tout à l'heure, se soutiennent de cette idée d'une vie en communauté. Mais malgré tout, le but fondamental de Kingsley Hall, ou en tout cas dans l'approche de Laing, vise ce qu'il appelle, ce que je disais tout à l'heure, la métanoïa, qui est quand même une expérience résolument personnelle qui vise la libération et la transformation individuelle. Tandis qu'à Saint-Alban, aussi bien qu'à Laborde, la fonction du collectif, dont Houry a même fait un concept, il en a même parlé à Sainte-Anne, d'ailleurs, pendant 1 an, du collectif, est tout à fait centrale. On se rappellera que la visée première du désaliénisme, consistant à humaniser l'hôpital, était bien une devise collective. Là encore, les deux discours sont à situer dans leur contexte d'énonciation respectif, puisque si l'antipsychiatrie, la dite antipsychiatrie anglaise, est largement teintée de la contre-culture, qui promeut, c'est un lapsus, une recherche d'expérience individuelle, le second, donc le champ de la psychothérapie institutionnelle, est articulé aux références, au moins au départ, marxistes et communistes, promotrices de l'expérience collective. Donc évidemment, là encore, c'est la raison pour laquelle il faut toujours revenir à cette idée de niche écologique au sens de hacking, avant d'interroger les projets cliniques. Les Italiens, pour finir, se distinguent aussi des Anglais par leur volet social. Certes, c'est la condition du fou qui intéresse Basaglia, mais il veut surtout mobiliser la société pour qu'elle puisse vivre avec. Ce qui étant, on l'entend évidemment, la question psychiatrique au champ politique, puisqu'il s'agit bien de remanier la vie de la cité au-delà des murs de l'asile. Ça, c'est extrêmement bien décrit dans ces textes, dans tous ces textes. Alors en Italie, les décideurs politiques vont emprunter, comme on le sait, une voie différente de celle de la psychiatrie de secteur instaurée en France. Si la psychiatrie démocratique italienne appelle à une humanisation de la folie et à son accueil dans la société, elle n'aura quand même pas pu éviter certains avatars consécutifs à la désinstitutionnalisation, le principal étant, il faut le dire, la marginalisation d'anciens patients insuffisamment accompagnés au dehors. Finalement, le principal point de convergence entre ces paysages est sans doute le rapport à la déconstruction de leur propre discours, et il me semble que c'est là l'axe le plus intéressant à mettre en discussion. Un peu comme si chacun, ayant expérimenté la contestation et l'alternative, s'était confronté à un enjeu qui n'est pas des moindres. Peut-on lutter contre un discours majoritaire sans se constituer soi-même comme chapelle discursive ? La psychothérapie institutionnelle, ça n'existe pas. C'est toujours à réinventer. C'est ce qu'a souvent écrit et dit Jean Houry, insistant sur le fait que Laborde était une expérience et non un modèle, encore moins une généralité. L'idéal étant, je le cite, de ne pas s'installer dans ce qu'on va croire être définitif. Basaglia, quant à lui, une fois la loi 180 passée, il n'a pas malheureusement eu le temps de voir beaucoup puisque il est mort pratiquement, tout de suite après. Donc une fois la loi 180 passée, n'a pas manqué de mettre en garde contre ces autres murs de l'asile qui enferment le fou en dehors des murs et l'abandonnent dans son exil. L'antipsychiatrie, quant à elle, n'a pas d'unité, on l'entend assez bien, et s'est constituée d'une série d'écarts, on pourrait dire. Si bien que sa matière apparaît autant dans ses ruptures avec la psychiatrie qu'à l'intérieur même de son paysage. Laing déclare qu'il n'a jamais été antipsychiatre. Il insiste beaucoup sur sa différenciation avec Cooper.
Je n'ai jamais voulu me présenter comme un antipsychiatre. Je suis au contraire un véritable psychiatre. Les antipsychiatres, ce sont ces salopards qui détruisent l'homme dans les asiles. Ce sont les autres, les médecins qui souillent le nom de la psychiatrie par leur brutalité, leur cruauté. Alors, je cite ici 2 interviews que Laing avait données au journal Le Monde, la première en 81, la seconde en 86. Cooper aussi désavoua ce terme, alors que c'était, comme je vous le disais au début, lui qui l'avait promu, préférant au terme antipsychiatrie celui de non-psychiatrie. D'ailleurs, il arrêtera complètement de la pratique de la psychiatrie dans les années 70. Aujourd'hui comme hier, c'est ma conclusion, aujourd'hui comme hier, est-ce qu'interroger les conditions d'accès à l'hôpital et les conditions d'hospitalisation elles-mêmes ferait de nous une ou un antipsychiatre? Fait-on de l'antipsychiatrie quand on questionne la fonction du diagnostic ou la fonction des pratiques dites d'isolement? Fait-on de l'antipsychiatrie lorsqu'on questionne le savoir psychiatrique ou la figure du psychiatre? A minima, on fait sans doute seulement de la psychiatrie en tentant de le faire le moins mal possible. Alors il est bien sûr de multiples errements qu'on pourrait épingler, aussi bien en regardant les parcours individuels de Laing et Cooper qu'en questionnant ligne par ligne le corpus dit antipsychiatrique. Rapidement, plusieurs praticiens français en particulier s'étaient montrés ou déclarés anti-psychiatres, néologisme qu'avait proposé Henriet. Cyril Copernic, par exemple, sera l'un des grands pourfendeurs de ce qu'il nomme les antipsychiatries. Il s'en expliquera à maintes reprises dès 1971. Je le cite, « Je ne vois pas en quoi on soulage le malheureux lancé dans la métanoïa de la schizophrénie en se contentant de lui offrir un lieu d'accueil où cuver sa folie. » Sans doute marque-t-il ici un point. Dans une certaine mesure, il est vrai qu'on peut considérer l'accueil comme un préalable à tout travail possible, éventuellement. Mais ça se discute, y compris parce que l'accueil, je renvoie ici à Oury, est une fonction qui se joue dans la continuité et pas juste dans un moment, comme on le dit, de l'admission. Une fois accueilli, comment supporter l'autre souffrant? J'entends par là que quiconque a une expérience de l'écoute, en particulier de l'écoute au long cours, sait combien être là, c'est participer au travail psychique de celui ou celle qu'on rencontre. Ce qui n'est pas sans effet. Et il me semble que sans espace où traiter ça et travailler ça pour lui-même, il ne reste parfois au praticien que quelques modes possibles d'évitement de son propre désarroi. La connaissance, par exemple, quand bien même elle serait scientifiquement validée, démontrée, fonctionne très bien pour ça, sauf que il me semble aussi que ça fonctionne que pour un temps. Je n'arrivais pas à croire que les médicaments, électrochocs, etc., que j'étais censée prescrire et administrer, représentaient les derniers progrès de la psychiatrie auxquels on m'avait appris à croire, déclare Laing, se rappelant de sa découverte du métier dans Sagesse des raisons et folie, la fabrication d'un psychiatre, l'un de ses derniers ouvrages qui paraît en 85. Peut-on concevoir une institution psychiatrique au-delà de ce no man's land qui sépare les patients et le personnel? Ça, c'est une question qui pose. Alors, en posant cette question, il y a 38 ans, Laing ne prétend pas, je crois, avoir réussi à le faire. Relu aujourd'hui avec un appareil critique nécessaire, il a peut-être le mérite d'interroger une actualité qui reste extrêmement vive. Ailleurs, il va mettre en tension une autre dimension essentielle du soin, à savoir la relation thérapeutique. La relation thérapeutique est, je le cite, inconcevable sans la présence et la manifestation d'une camaraderie humaine. Si elle n'apparaît pas dès le début, la thérapie aura au moins réussi quelque chose si elle apparaît avant la fin. Alors on peut trouver que tout ça n'est pas très sérieux, un peu naïf, voire tout à fait cuit-cuit les petits oiseaux, ou pas, mais bon, encore une fois, ça c'est à discuter. Avec quoi, plutôt que contre quoi, la psychiatrie doit-elle lutter aujourd'hui, si ce n'est la conflictualité inhérente à la pratique même de la clinique? On sera parfois frappé, évidemment, de constater le caractère très imaginaire et simpliste
des explications soutenues dans le corpus antipsychiatrique, qu'elles soient ces explications familialistes ou sociétales. Même à lire Mary Barnes, on s'étonne de la rapidité avec laquelle elle dit comprendre d'autres résidents en proie aux abysses de la catastrophe existentielle qui les traverse alors. Cela dit peut-être quelque chose d'un invariant de la discipline au fil des changements de paradigme. Délasser les nœuds, qu'il s'agisse de ceux de la raison, de la famille, de l'inconscient, du cerveau ou de la moelle épinière, ne résout sans doute pas le tragique de ce qui cause l'humain trop humain dans ses excès, dans ses replis et dans ses aurores. Mais bon, on peut en discuter. Merci beaucoup. Un final très nietzschéen. Oui, c'est Nietzsche évidemment, l'humain trop humain. Merci beaucoup, c'est passionnant. Et vous avez réussi à un tour de force en montrant comme ça ce panorama de 16 antipsychiatries au niveau européen, dans leur diversité, dans leur complexité. Ça pose plein de questions aussi par rapport à aujourd'hui. Mais avant d'en venir peut-être à ce dialogue avec le présent, peut-être poser 2-3 points pour bien préciser les choses, et peut-être d'abord pour les plus jeunes, par rapport à l'expérience italienne, peut-être si vous pouvez repréciser un petit peu comment finalement cette loi aboutit à la fermeture donc, de ces hôpitaux spécialisés, et donc à une expérience qui a mis beaucoup quand même de patients qui étaient hospitalisés depuis des années un peu à la rue. Et donc c'était une expérience un peu radicale, mais qui a eu aussi donc, des limites. Et puis, je voulais vous interroger par rapport à cette question de la carrière du malade ou du rôle du malade, c'est-à-dire ces effets qui étaient produits par l'institution, par la société puis par l'institution, à la relecture du cas de Mary Barnes, parce qu'il me semble donc que cette patiente qui était une ancienne infirmière a une folie assez spectaculaire, en tout cas extrêmement bruyante, et que cette attention à l'expérience de la folie, je crois, avait été remise en cause aussi dans la mesure où elle était démesurée, et que, par exemple, il me semble que c'est Laing qui lui a conseillé, quand elle était hospitalisée dans un service de soins somatiques, de se calmer un peu, de se tempérer, et que finalement elle avait réussi pendant une dizaine ou une quinzaine de jours à... Il l'avait envoyée à Esterson pour la faire patienter avant l'ouverture de Kingsley Hall, et Esterson qui lui avait prescrit un neuroleptique. D'accord. Mais elle n'était pas allée dans un autre service de soins, un hôpital un peu général, et on lui avait dit arrête de faire la grande folie quand même, parce que c'était quelqu'un quand même qui avait toute une pulsion scatophile et qui faisait avec ses excréments un certain nombre de choses assez... Elle peignait. Elle peignait, voilà, sur des murs. Donc c'était une expérience assez radicale. Et je crois que quand on lui a dit il faut que tu te calmes un peu pour aller subir des soins somatiques, là, elle avait réussi à se tempérer. Enfin, je veux dire, ce lien entre ces effets comme ça sur le rôle du patient, c'est-à-dire ne pas rendre le patient, ne pas le figer dans sa maladie, est-ce qu'il n'y avait pas eu quand même à ce moment-là un espèce de renversement dans un renforcement à l'idée qu'elle fasse la folle, enfin, elle renforce cet aspect-là. Bon. Et puis, donc, votre titre finalement vient de Oury. Oui. Parce que je pensais que ça s'appliquait plutôt à la psychothérapie institutionnelle. Oui, toujours, c'est ça. Vous avez, en fait, c'est quand on demandait régulièrement, quand on demandait à Oury de définir la psychothérapie institutionnelle, il répondait la psychothérapie institutionnelle, ça n'existe pas. Mais évidemment que la suite, c'est la psychothérapie institutionnelle, ça n'existe pas, c'est toujours à inventer. Donc l'idée de ce titre, c'était à la fois pour évoquer les points de rupture importants entre la dite antipsychiatrie anglaise et la psychothérapie institutionnelle, mais aussi pour interroger les quelques points de rencontre qui ont existé entre eux, tout comme aussi pour faire entendre à quel point l'antipsychiatrie en tant qu'unité n'a pas cessé d'être déconstruite par ces acteurs, si on peut les nommer, les nommer ainsi. Et sans doute que ça a une force
une certaine fécondité sur le plan de la clinique, d'où la conclusion sur le fait que une théorie, quelle qu'elle soit, oui, quelle qu'elle soit, je dirais juste ça comme ça, peut fonctionner comme barrière à la rencontre, je crois. Et de parfois se dire que à la fois une idée ou une théorie n'existe pas, mais n'est qu'une construction, par exemple, ça peut, en tout cas, moi, ça me semble être un préalable à toute rencontre possible avec un sujet prétendument malade. C'est vrai qu'on est frappé quand même par l'abondance, la luxuriance quand même de cette pensée des soins à l'époque, et la diversité effectivement et de l'inventivité qui opère dans ces moments-là. Peut-être si on fait un parallèle avec aujourd'hui, il y a un certain même dessèchement même de ce côté-là. Il y a beaucoup moins d'initiatives, beaucoup moins de création quand même de lieux nouveaux, de façons nouvelles de penser effectivement. Mais c'est pour ça que je pense qu'à la fois, alors moi dans ma pratique, c'est beaucoup plus dans ma pratique comme clinicienne, comme chercheur et comme enseignante aussi d'ailleurs à la fac, c'est évidemment plus aujourd'hui en tout cas beaucoup plus la psychothérapie institutionnelle qui peut soutenir mon travail, mais la dite antipsychiatrie aussi. Disons que les deux peuvent nous permettre aujourd'hui, je crois, d'interroger nos empêchements, ce qui fait empêchement à notre travail, en fait. Enfin, parfois, on est tout simplement... C'est pour ça que la question de l'accueil, évidemment, je l'ai mis un peu comme ça. C'est un peu brut de décoffrage, amené comme ça, mais c'était aussi pour ouvrir à la discussion sur le fait que, même quand on dit que l'accueil, c'est un préalable et que c'est pas évident, aujourd'hui, quand on voit à quel point l'accueil est empêché, même l'accueil admission, je parle même pas de l'accueil fonction accueil au sens d'Oury, rien que l'admission est parfois empêchée, évidemment. Je pense qu'à la fois l'antipsychiatrie et la psychothérapie institutionnelle nous donnent la créativité et la force de résistance nécessaires pour pouvoir encore faire notre métier et écouter. Parce que ça permet, il me semble, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça a eu pour moi quand j'ai commencé à travailler. Enfin, c'est un effet de, bon, ok, on peut faire autre chose que se replier et qu'arrêter de travailler, parce que enchaîner les patients, c'est pas travailler. Enfin, donc, bon, sur Marie Barnes, c'est compliqué parce que ça fait 12 ans que je travaille sur Marie Barnes, donc répondre à une question qui concerne Marie Barnes, alors peut-être sur le fait qu'elle soit, enfin sur ses liens avec le discours de Laing, Marie Barnes, ce qui est très particulier, c'est que c'est sûr qu'elle a été, on pourrait dire, suggestionnée, entre guillemets, à la fois par Laing très directement, qui lui dit un jour peins une crucifixion, quand même, parce qu'il se trouve que Marie Barnes, en fait, pour dire quelques mots sur cette figure qui est quand même phare, puisque ça se disait, comme je l'évoquais tout à l'heure, que Marie Barnes était l'équivalent pour l'antipsychiatrie de l'homme au loup pour la psychanalyse. Donc, quand même, Marie Barnes, elle a commencé des études comme infirmière, elle a commencé à pratiquer comme infirmière, et tout comme Laing d'ailleurs, elle a été très très déçue par ce qu'elle a découvert en travaillant. Elle trouvait qu'elle n'arrivait pas à travailler, en fait, qu'elle était empêchée. Elle a été marquée aussi par le fait que son frère ait été diagnostiqué, c'était le diagnostic de démence précoce à ce moment-là, mais elle a été marquée par ça. Et elle a commencé à travailler comme infirmière, et puis elle investissait beaucoup la question de la religion et la thématique du sacré, qui va jalonner toute son existence jusque dans ses derniers jours. Et elle a vécu une première crise, qu'elle nomme comme ça, dans la vingtaine. Elle va être hospitalisée, diagnostiquée schizophrène. Elle va être hospitalisée dans un service de malades chroniques.
avoir des électrochocs, etc. Bref, et puis elle va rencontrer la psychanalyse. Elle va lire Freud, elle va être passionnée par Freud, elle va même entrer en contact avec Anna Freud, elle va lui écrire des lettres et des lettres en disant que je veux être analysée par vous. Et donc elle va chercher pendant des années un lieu où elle allait pouvoir vivre avec son frère qui s'appelait Peter. Et en fait, elle fait vraiment le tour de Londres. Enfin, j'ai pu consulter ses courriers. En fait, elle écrivait beaucoup. Elle écrivait des lettres et des lettres et des lettres. Toute une vie ne suffira pas pour lire toutes les lettres de Mary Barnes pour vous dire à quel point elle écrivait. Et en fait, elle a fini par être mise en lien avec un certain Ronald David Laing. Et il y a eu un vrai effet de rencontre. C'est un vrai effet de rencontre entre les deux, puisque elle arrive... et puis elle dit, voilà, moi je veux vivre dans un lieu avec mon frère. Et en face, elle rencontre un Laing qui a déjà écrit The Divided Self et qui s'intéresse beaucoup déjà, avant même de la rencontrer, à la régression, aux fonctions de la régression, notamment dans la schizophrénie. Et elle, depuis quelques années, elle a ce vœu qui est de mourir à elle-même pour renaître à nouveau. C'est comme ça qu'elle le nomme. Et donc évidemment, ça fait effet de rencontre entre les deux. Sans doute que c'est ça qui la tiendra, mais pas que, puisqu'elle commençait quand même à être désorganisée. Elle décrit quand même des vécus qui, sur le plan différentiel, sont discutables, c'est sûr. Est-ce que c'était de l'hystérie? Est-ce que c'est de la psychose? Beaucoup de gens... Enfin, il y a des débats. Bon. Mais je pense qu'elle nous amène à dépasser ces débats diagnostiques, et c'est ça sa force. Et donc, en fait, elle va attendre... par amour pour Laing, et puis aussi parce qu'on lui prescrit un neuroleptique. C'est pas Laing qui lui prescrit le neuroleptique, c'est Esterson qui lui donne de la chlorpromazine qui lui prescrit. Et elle finit par évidemment débarquer à Kingsley Hall, où en fait elle va... au départ, elle continue à travailler, plus comme infirmière, mais comme enseignante. Elle donne des cours. Puis alors elle décrit... que la journée, elle donne des cours, et puis le soir, elle commence à déambuler dans les couloirs de Kingsley Hall, à se désorganiser. Puis à un moment où elle partira plus, quoi. Enfin, elle restera dans la maison, et puis là, elle va commencer à régresser, et elle nommait ça comme ça. Elle voulait retourner dans le ventre de sa mère, et voire retourner à un état anténatal. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il y a certes ses constructions à elle, et puis il y a à quel point elle s'est identifiée à ce qu'elle a lu chez Laing. Parce qu'il se trouve que quand elle arrive à Kingsley Hall, elle n'a pas lu qu'Anna Freud et que Freud, elle a lu Laing aussi. Et elle reprend des formulations, elle reprend des expressions, notamment la question du voyage. Laing s'intéressait déjà à ça, elle reprend ce terme-là. Et elle reste très très attachée à Laing, qu'elle appelle Ronnie. Il s'appelait Ronald David Laing, elle l'appelle Ronnie. Enfin bon, elle est vraiment... elle a un attachement transférentiel intense pour lui, et elle a clairement glissé dans les raies de ce qui était en train de se constituer comme discours à ce moment-là, ça c'est sûr. Mais elle en redira quelque chose bien des années après dans un bouquin de conversation qui n'a pas été traduit en français. Je crois j'ai plus l'année en tête, je crois que c'est dans les années 80, il faudrait vérifier, où en fait elle revient dans l'après-coup sur ses années à Kingsley Hall, et puis sur l'après, et elle est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus critique, notamment sur son travail de guide, comme elle le nommait, pour d'autres patients. Elle disait que, voilà, c'est pas son terme, mais qu'il y avait du plaquage entre son expérience et l'expérience qu'elle accompagnait chez les autres. Et, voilà, donc oui, il y a eu des effets de suggestion, mais aussi des effets de rencontre, les deux. Donc c'est loin d'être la première autobiographie de patiente, non. Mais c'est un des premiers ouvrages qu'elle écrit à deux voix, donc avec son médecin, avec Berck. Oui, c'est ça. Et donc il y a vraiment ça c'est vraiment novateur, oui. Quand même, qu'il y ait cette équivalence quand même des discours, justement, qu'il n'y ait pas un discours médical qui soit hégémonique. Alors ce qui est vraiment intéressant dans le bouquin, c'est que tout n'est pas écrit à deux. Parce que parfois on dit j'écris un livre avec un patient, et en fait le psychiatre va reprendre ce que la patiente amène ou ce que le patient amène. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a des chapitres écrits par elle et des chapitres écrits par Joe Berck. D'ailleurs, le titre anglais, c'est
True Accounts, deux témoignages d'un voyage, deux témoignages pour un voyage. Donc c'est plus frappant, plus clair que Voyage à travers la folie. Et donc il y a certains chapitres écrits par elle, certains chapitres écrits par lui, et notamment sur l'arrivée de Mary Barnes, par exemple. On a son rapport à l'arrivée à Kingsley Hall, et puis on a ce qui s'est passé pour Joe Berk, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses qui se recoupent, des choses qui ne se recoupent pas du tout. Et donc c'est en ça c'est très clinique comme bouquin. Et Joe Berk ne masque pas grand-chose de ses grandes difficultés avec elle. Et là aussi, c'est extrêmement rare de pas planquer nos propres moments de désarroi avec les patients. Et ça, il ne se planque pas, et il en parle dans le bouquin. Donc c'est une des grandes forces de l'ouvrage, je crois. Donc c'est un peu aussi sur sa suggestion qu'il y a ce passage, hein, bon, je ne connais pas bien sûr aussi bien que vous, hein, mais ce passage de la coporophilie, c'est-à-dire ce jeu avec ses selles, il lui dit vous devriez peindre avec plus de couleurs, et donc elle se met à peindre, donc à tracer aussi des choses, mais plus avec ses excréments, mais avec des couleurs, et elle va avoir une carrière de peintre. Alors au début elle peint en noir, seulement après, c'est intéressant aussi ça, seulement après, il lui tend des craies, et du papier. C'est aussi donc faire quelque chose avec le symptôme, pas le faire disparaître, mais plutôt le déplacer. Après ça, là-dessus, là aussi, on peut débattre sur les choses très théoriques. On avait écrit un article avec un collègue avec qui on a beaucoup bossé cette question, qui s'appelle Stéphane Guimpert. On a travaillé vraiment spécifiquement sur Mary Barnes. Et la grande discussion, c'est est-ce que c'est de l'ordre du symptôme, est-ce que c'est de l'ordre de la suppléance, son rapport à la peinture, à la création. Moi, je pense que c'est une suppléance et pas un symptôme au sens où l'entend Lacan, au sens où le symptôme chez Joyce. Voilà. Parce qu'il n'y avait absolument pas que ça. C'est pas ça qui l'a tenu. Et puis ça a été fait sur suggestion. Donc je pense qu'en ça, on ne peut pas dire que c'est un symptôme pour elle. Mais bon, c'est un détail très théorique. Mais non, par contre, c'est une des questions là, de la discussion, c'est où trouver des références par rapport à votre exposé d'aujourd'hui, et notamment cet article. Est-ce que c'est un des ceux que vous avez mis dans la bibliographie? Je ne sais plus. Peut-être que vous pourrez du coup me communiquer ultérieurement des références que je mettrai sur le site. Oui. Je pense l'avoir mis dans la bibliographie. Sinon, il y a déjà quelques références sur le site de l'évolution psychiatrique. Et donc, il y a Charles qui est un invité qui pose une question. Peut-être que vous voulez la poser en direct. Sinon, je lis votre question, mais vous pouvez aussi parler directement sur Teams. Que peut-on dire de la continuité d'expérience de l'antipsychiatrie aujourd'hui? Quelle est son actualité? Deuxième question, est-ce qu'on a des éléments de critique de Lacan sur cette expérience? Alors, je pense qu'on ne peut pas parler de continuité de l'antipsychiatrie, sachant que l'antipsychiatrie est une construction discursive tout au plus, puisqu'en fait, personne n'a été antipsychiatre finalement. Quand on relit les textes. Donc, je ne sais pas trop ce que vous entendez par continuité, finalement. Alors, peut-être que continuité... je parlerai plus des effets de l'antipsychiatrie, peut-être, sur toutes les personnes qui l'ont lu, qui pratiquent encore, évidemment, pour beaucoup de gens qui ont découvert les textes de Laing et de Cooper. Plusieurs témoignent... des effets de rencontres qu'il y a eu avec l'antipsychiatrie. Alors il y avait eu un numéro spécial de l'information psychiatrique il y a quelques années, où c'est comme ça des entretiens. Il y a Salomon Resnick entre autres. Si ça vous intéresse, des personnes qui témoignent J'apprécie sa question. Oui. Des collectifs ou des institutions en cours s'en revendiquent-elles? Est-ce qu'il y a des institutions qui se revendiquent de l'antipsychiatrie aujourd'hui? Pas en France. Après, ça fait retour, mais d'une autre façon.
je dirais ça comme ça, d'une façon qui est peut-être plus... qui n'a plus grand-chose, à mon sens, à voir avec les tentatives ni de Cooper, ni de Lang. Après, là, j'ai pas du tout parlé du post-Kingsley Hall, et notamment de ce qui s'est passé pour Joe Berk, pour Morton Chatsman et pour Léon Redler, entre autres. En fait, ils ont, pour certains, poursuivi la Philadelphia Association, et ils ont aussi créé l'Arbours Association. Arbour, ça veut dire refuge. Et cette association a créé en fait d'autres communautés dont s'est occupé Joe Berk jusqu'au dernier temps de sa vie. Et donc les lieux, c'était des communautés thérapeutiques plus proches de ce qu'on connaît des communautés thérapeutiques à la Jones, par exemple. Il y a eu des centres de crise aussi qui ont été ouverts. Donc en Angleterre, il y a quand même quelques cliniciens encore qui s'en revendiquent. Pour ceux qui lisent l'anglais, je vous conseille aussi la lecture de travaux qui sont très 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 rigoureux de quelqu'un qui s'appelle Adrian Chapman, qui est un chercheur anglais qui travaille que sur l'antipsychiatrie et qui fait un travail très très rigoureux dans les archives. Il a écrit un très bon article sur Cooper, un autre sur Mary Barnes, un autre sur Kingsley Hall. Voilà. Pour les témoignages de Kingsley Hall aussi, je pense que ça, je l'ai mis dans la biblio. C'était The Observer qui avait retrouvé d'anciens résidents de Kingsley Hall et qui les avait interviewés. C'est en accès libre sur Internet. Vous avez la référence du coup sur le site de l'évolution. Ouais. C'est comment? Chapman? Adrian Chapman. Je pense que... Oui. Je pense que je les avais données aussi, ces références-là, d'Adrian, sur la page de l'évolution. Ouais. Est-ce que vous considéreriez une certaine présentation de la notion de rétablissement actuel qui peut aller dans le sens d'être conçu comme une forme de désaliénisme, sans être du bon effet, mais avec l'idée que la maladie psychiatrique c'est une maladie comme les autres et que le patient psychiatrique serait un citoyen aussi comme les autres, qui doit être déstigmatisé et qui peut accompagner aussi un mouvement peut-être économique et de fermeture d'unités hospitalières comme on a beaucoup en France en ce moment. Comme une figure possible ou actuelle d'une antipsychiatrie. Alors, c'est pour avoir... En fait, on en parlait tout à l'heure, j'ai fait ma thèse sur les expériences de crise et la manière dont deux discours a priori très différents traitent des expériences de crise, à savoir l'antipsychiatrie et le champ contemporain de la santé mentale. Donc, je me suis intéressée au rétablissement, à l'empowerment, à la pérédance aussi, et pour essayer d'interroger les points de rencontre ou pas entre les deux, sur le rétablissement qui, à certains égards, pourrait être entendu comme un nouveau paradigme. Il y a des articles qui soutiennent ça. Je crois que là aussi, c'est très... il y a beaucoup c'est très pluriel, il me semble, le champ dit du rétablissement. Il y a notamment les Anglais qui se réfèrent à l'empowerment et au rétablissement, chez qui est très marquante la fonction de l'autre. Notamment, c'est quelqu'un qui s'appelle Eleanor Langden, qui est une femme qui avait eu un diagnostic psychiatrique et qui est aujourd'hui psychologue et qui fait de la recherche, qui bosse dans un labo de recherche, qui a fait qui a écrit pas mal d'articles et elle est assez connue parce qu'elle a fait un TED sur le rétablissement, où elle dit très bien la fonction de l'autre. La fonction de l'autre et la fonction de l'être avec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se rétablir ou traverser une expérience, quelle qu'elle soit, s'il n'y a pas d'autre. Et il me semble que l'un des glissements actuels et du rétablissement auquel il s'agit de faire attention, c'est ça, c'est est-ce que c'est possible de se rétablir sans autre? C'est-à-dire qu'il y a l'un des glissements possibles qui serait une récupération que moi j'appelle néolibérale du rétablissement comme de l'empowerment, où c'est l'usager devient auto-entrepreneur de sa santé mentale
Et voilà, on vous donne différentes techniques, vous en disposez. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous manquez de motivation, c'est que voilà. Donc il y a des glissements. Après, il y a des... je sais que dans le paradigme de l'empowerment, certaines personnes qui s'y réfèrent sont des grandes lectrices de Basaglia. Mais plus de Basaglia que de Laing et Cooper, par exemple. Oui, parce qu'on a parlé très positivement de Trieste, souvent. Alors, c'est quoi, des immeubles Alors... pardon, je suis arrivé en retard. Non, c'est pas grave. C'est-à-dire aujourd'hui ou fin 70-80. Ça a été une belle expérience aussi, peut-être de communauté. Oui. Et que je voudrais peut-être... Est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec aussi une tendance actuelle à l'ambulatoire, avec le remplacement d'hôpital par des équipes mobiles, par exemple? Ouais. Pour ce qui en est de l'Italie, dernièrement, j'ai pu visiter des dispositifs en Italie où c'est une approche intéressante où on part du principe que c'est la cité qui peut soigner et c'est dans la cité qu'on peut soigner. Donc très concrètement, les personnes sont dans des familles d'accueil. La question des familles d'accueil est beaucoup plus développée, à ma connaissance en tout cas, qu'en France. Et donc en fait, les psys ou les intervenants se déplacent dans la famille d'accueil. L'idée de Basaglia, par exemple, qui pourrait être réfléchie, il me semble, l'idée de Basaglia, c'était par exemple de faire des réunions dans les immeubles. Par exemple, quand un patient était dans un appartement, pas un appartement thérapeutique au sens où on l'entend en France, mais dans un appartement, comment on appelle ça, le logement diffus. L'idée, c'est, par exemple, quand la personne est persécutée par les voisins, on ne va pas hospitaliser la personne, on va faire une réunion avec les personnes de l'immeuble et avec la personne concernée. Après, l'idée de départ est vraiment intéressante, mais la question, c'est quand même, est-ce que le risque n'est pas une nouvelle évacuation de l'inentendable? C'est-à-dire, voilà, je vous parlais en termes de désarroi, de désarroi, de repli. Est-ce que on a très envie de s'occuper du désarroi de ses voisins? C'est-à-dire que tant qu'on ne travaille pas sur ce qui est inentendable de la souffrance psychique dans la cité, on ne peut pas attendre de la cité qu'elle accueille la souffrance psychique. Et au même titre, on ne peut pas, il me semble, envisager un rétablissement avant d'avoir accueilli la souffrance psychique. On ne peut pas se rétablir avant d'avoir été accueilli. Or, aujourd'hui, être accueilli, c'est parfois difficile, et ne serait-ce qu'être admis, c'est parfois difficile, notamment dans certains cas de figure. On en parlait aussi tout à l'heure. Ma pratique clinique est surtout auprès de personnes sans domicile fixe depuis 2 ans, là. Et c'est extrêmement difficile, ne serait-ce que de pouvoir accompagner quelqu'un dans une hospitalisation. L'hôpital soigne, pas toujours, mais parfois. Et il me semble que c'est une récupération dangereuse que de considérer que les personnes peuvent se soigner sans autre. Parfois, l'hôpital peut être l'autre. Évidemment, l'autre est malade. Évidemment. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas le traiter. Bon. Oui, vous avez une perspective différente. Avant, on voulait faire disparaître l'hôpital. Aujourd'hui, les soignants en psychiatrie veulent plutôt sauver l'hôpital. Oui. Voilà, de naufrage qui lui est promis. Alors, il y a une autre question de Fatih qui se demandait si la thérapie familiale systémique ne prend pas finalement racine dans l'antipsychiatrie. Bon, c'est vrai que vous en avez parlé avec Vanessa, mais effectivement, il y a des liens aussi étroits. Oui. Alors moi, je n'y connais pas grand-chose en thérapie familiale. Par contre, c'est vrai que chez certains auteurs contemporains, orientés par la systémie, on peut retrouver des références à moins Laing, mais plutôt Esterson, à Aaron Esterson,
qui était le moins grandiloquent disons des trois, mais qui a pas mal publié et sur des textes vraiment sérieux sur la question de la famille. Et on le retrouve dans les contemporains orientés par la systémie. C'est vrai qu'il y a un grand film aussi pour les plus jeunes, si vous voulez aborder cette question-là. Ouais, c'est Family Life, qui est, oui. qui est un film de Ken Loach, et qui montre bien comment les liens familiaux peuvent aboutir à une réaction psychotique. Voilà. En tout cas, donc c'était un film emblématique de ces années-là. Et bon. Oui, non. Et qui est très intéressant. Ouais. Il paraîtrait que Ken Loach s'est inspiré, parce qu'il y a un personnage du psychiatre, s'est inspiré de Laing pour. Il y a une question de Marilyn Duval qui a levé la main. Oui, bonsoir. Oui. Déjà, je voulais vous remercier pour la conférence, c'était super intéressant. Je voulais savoir, quand vous dites que, par exemple, chez l'autre qui pourrait soigner en effet des crises ou les passages un peu difficiles pour les patients, c'est vrai que c'est hyper important de les prendre en charge, mais c'est vrai que de les retrouver dans un hôpital entouré d'autres personnes dans les mêmes situations, ça peut être un peu compliqué, je pense, pour un rétablissement optimal, en fait. Enfin, je sais pas, mais... Je suis pas trop sûre d'avoir compris, c'est-à-dire la question de l'entraide entre patients, c'est ça ça portait sur ça. Vous dites qu'en fait, il faut être accompagné de l'autre pour un rétablissement. Et je me pose la question si finalement, quand on est entouré de personnes dans un hôpital avec des personnes qui ont les mêmes préoccupations de se faire soigner, mais qui ont des préoccupations, donc des crises, comme on pourrait appeler, est-ce que dans ce cas-là, ça va avoir préjudice au rétablissement? Alors, c'est difficile de répondre à cette question, mais elle est très actuelle, je crois, et elle traverse toute la psychiatrie. Bah, en fait, de ce que les patients m'ont appris, c'est pas possible de se rétablir, et puis de se rétablir de quoi, je sais toujours pas, moi, mais se rétablir du vivant, d'être humain, je sais pas, mais bref. C'est pas possible de se rétablir de quoi que ce soit s'il n'y a pas un autre qui écoute et qui accueille. Alors, je disais tout à l'heure, ça peut faire très cuicui les petits oiseaux, et en même temps, de quoi souffre l'humain, de quoi d'autre souffre l'humain, si ce n'est de la difficulté à être au monde. Ça, comment ça peut se résoudre sans parole et sans écoute et sans relation? Moi, je pense que c'est pas possible. Alors, quand je dis sans autre qui écoute et sans relation, peut-être que là-dessus, la psychothérapie institutionnelle nous enseigne beaucoup, et l'antipsychiatrie un peu aussi, sur cette idée que parfois, ça peut ne pas être un psychiatre, ça peut ne pas être un psychologue, ça peut ne pas être un infirmier, ça peut être quelqu'un d'autre, ou ça peut être une adresse, en fait, il me semble. C'est pour ça que parfois, l'adresse, ça peut être l'art, pour certains, ou l'adresse, ça peut être la rue, c'est une adresse. La contestation, écrire sur les murs, graffer les murs, c'est une adresse. Et ce qui est en difficulté, me semble-t-il, dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale aujourd'hui, c'est la construction de cette adresse. Je pense que des sujets peuvent passer toute leur vie à tenter de constituer une adresse. Parce que c'est vrai que lorsqu'une personne est en crise, c'est primordial de la prendre en charge pour pas qu'elle soit un danger pour les autres, pour elle-même, je pense, en premier. Oui. Mais les conditions des hôpitaux en France, en tout cas, sont loin, mais très... Ah zut. C'est un petit peu coupé. Ouais. Les conditions de l'hôpital sont loin d'être optimales pour occuper cette fonction, c'est ça que vous dites? C'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est sûr que c'est parfois compliqué de se sentir accueilli quelque part quand on sent qu'on doit déjà être rétabli et rentrer chez nous, quoi.
Mais l'idée étant que y a des solutions à l'extérieur de l'hôpital et il y a des solutions dans l'hôpital, peut-être. Mais à condition qu'on soigne l'hôpital. Je voulais juste savoir, est-ce qu'on pourrait avoir un acte de présence peut-être à la fin ou alors, vous êtes des internes ou des étudiants Des étudiants, oui. Moi, je suis de l'université Paris 8. Oui, alors moi, je ne suis pas enseignant à Paris 8, donc je ne sais pas si je peux vous faire un certificat qui a une validité. Et est-ce que vous pouvez faire un certificat de rétablissement? Est-ce que les gens sont rétablis? Éventuellement, donc si vous voulez un certificat de présence... Ça coupe. Ouais. M'envoyer un mail sur clément.fromentin@asm13.org et je vous renverrai demain un certificat, dans les jours qui viennent plutôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jérémy? Oui, je voulais vous demander, parce que en vous écoutant, j'ai l'impression que Mary Barnes, ça serait pas l'homme au loup, mais vous écoutez peut-être une anti-Sabina Spielrein. C'est-à-dire, elle a tellement bien appris qu'elle en fait son métier, finalement, dans la psychiatrie. Moi, c'est quelque chose que j'ai entendu de la part des anciens, quand j'ai fait ma formation. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait une image de l'antipsychiatrie qui n'était pas toujours bonne. Non. Parce qu'il y a eu aussi une politisation extrêmement forte, et donc une polarisation, il y a eu des oppositions à l'antipsychiatrie. Voilà, d'où la formule tout à l'heure, vous avez cité des anti-antipsychiatres. On peut imaginer effectivement que Laing et Henriet n'étaient pas du même bord politique, sans trop trahir un secret. Moi, ce qui m'interroge, c'est que, bon, tout à l'heure vous avez dit, à l'hôpital Kingsley Hall, ils ont obtenu des financements. Pas Kingsley Hall, non, Pavillon 21, l'expérience de Cooper. Pavillon 21. Alors, ils ont obtenu des financements. Finalement, à l'époque, c'était de la psychiatrie officielle, et au fur et à mesure, on a l'impression que ça devient une sorte de psychiatrie officielle, même à la limite, ça sort du champ de la psychiatrie, ça devient quelque chose de très sociétal, parce que Timothy Leary, c'est plus du tout de la psychiatrie pour moi. Ah bah non. Et je me disais, bon, c'est vrai que l'époque était très friande de militantisme, etc., mais est-ce qu'il y aurait pu y avoir une expérience d'antipsychiatrie sans virage militant, où on reste dans une démarche de la psychiatrie globalement, avec un petit peu moins de personnalisation autour d'un leader charismatique, je dirais, qui a peut-être desservi la cause de l'antipsychiatrie, qui effectivement, comme ce que vous disiez, moi j'ai toujours été plutôt de cet avis-là, que c'est une expérience de la psychiatrie. Oui. Peut-être une expérience par l'absurde, mais une expérience hautement psychiatrique, quoi. Mais sans doute que ce qui a le plus desservi à ces expériences, c'est ce signifiant d'antipsychiatrie. Parce qu'en fait, c'est quand Laing dit que lui, il n'a jamais dit qu'il était un antipsychiatre et que ce qu'il faisait, c'était de la psychiatrie, ben voilà, ça fait quand même, enseignement. Enfin, en dehors de la dimension militante, comme vous dites, est-ce que ça aurait été possible? Bah, je répondrais, bah oui, c'est la psychiatrie. Merci. Et puis ça existe. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il y a un écho contemporain quand même très notable, ouais. C'est par rapport aux expériences là, de métanoïa via les psychotropes et les psychédéliques. Oui, voilà, en ce moment-là en plus. Aujourd'hui, ça revient, effectivement. Est-ce que, je ne connais pas bien non plus comment c'est théorisé, mais est-ce qu'il y a des échos, une reprise des témoignages cliniques qui ont été faits dans les années 60-70? Ça, faut vraiment regarder, je ne sais pas. Ça fait pas si longtemps que ça que c'est à nouveau refinancé. Mais j'en doute.
Alors que si vous voulez lire un texte vraiment fin sur cette question-là de l'accompagnement clinique sous LSD, à la Ronald Lang, il faut lire La politique de l'expérience, paru en 67. Et en fait, c'est en 2 parties. C'est La politique de l'expérience et Essai sur l'oiseau de paradis. Et en gros, c'est le récit d'une expérience sous LSD qui a été très détaillée par Lang. Il faut vraiment se dire que c'était pas si subversif, hein, un peu quand même, mais c'est vraiment dans les années 60, c'est pas si subversif. Enfin, là-dessus, j'en ai peu parlé. J'ai fait tout le premier chapitre de ma thèse là-dessus, sur les liens entre la Beat Generation, la contre-culture et l'antipsychiatrie. C'est incontournable parce que sans doute que ni Lang ni Cooper auraient proposé ce qu'ils ont proposé s'ils n'avaient pas lu et côtoyé de près Ginsberg, Burroughs, voilà. Burroughs d'ailleurs qui était invité dans un colloque qui avait été organisé aux États-Unis par Silver Lottringer en 1975. Le colloque s'appelait Schizoculture. Et donc il y avait alors c'est drôle parce que quand on lit les actes de ce colloque, ladite antipsychiatrie paraît très vieillie, paraît avoir mal vieilli. En fait, je pense que je ne sais plus maintenant si c'était Cooper ou Lang qui y était, je crois que c'est Lang. Et puis en fait, ah oui c'est Lang, parce qu'il a même refusé que son intervention paraisse dans les actes et dans les correspondances. Il explique que c'est parce qu'il était très déçu. C'est les correspondances entre Lang et Lottringer. Il explique qu'en fait, il est très déçu parce qu'il a dit lui-même et donc il ne veut pas que ce soit publié. Enfin, ça paraît avoir mal vieilli déjà en 1975. L'actualité de la pensée de Lang, c'est vraiment les 60s. Dans les 70s, l'actualité, c'est déjà autre chose. C'est la French Theory. C'est plus Lang, quoi. Même ouais, il y a Foucault qui y est évidemment en 75, il y a Burroughs aussi qui est là. Enfin bon, c'était un contexte quoi, qui a compté. Par rapport à la question de Lacan, je crois qu'il y a une seule notation où il dit que même que l'antipsychiatrie, ce que ça a changé, c'est surtout ça a changé pour les psychiatres, mais pas tellement pour les patients. Ouais. Ça change effectivement la question du personnage du psychiatre. Ouais. Après, ce fameux congrès là en 67, donc Lacan est présent. C'est quel congrès? C'est le congrès sur l'enfance aliénée qui a été organisé par Maud Manoni qui avait... c'est paru dans la revue Recherche, les textes. Et vraiment, il y a Houry, les deux Houry, donc Jean Houry et Fernand Houry, donc la pédagogie institutionnelle, la psychothérapie institutionnelle, il y a Jacques Lacan, il y a Jacques Scott, il y a vraiment, c'est vraiment un gros colloque et donc il y a Octave Manoni qui fait un résumé de l'intervention de Lang qui est, je dirais pas dithyrambique, mais qui est vraiment, c'est formidable. En gros, Lang était venu présenter son hypothèse de la métanoïa. Après, c'est en 67, donc il se tient un peu... il sait qu'il est en France, il déconne pas trop non plus dans son intervention, mais c'est plutôt bien accueilli. Hein. Et vraiment, à la fois dans les commentaires et dans les traductions, puisqu'en fait, il y a une traduction, après il y a le texte en anglais, il y a la traduction, c'est plutôt bien reçu. Hein. Après, mais c'est dans les années 60, dans les 70s, c'est déjà très, très, très critiqué parce que à partir de 71, il y a le colloque de Rosès. Il y a eu un numéro spécial d'évolution psychiatrique en 72 sur les antipsychiatries où tout le monde est très critique. J'ai une question. Est-ce que on sait ce qui fait que les Italiens ont été très présents dans les expériences autour de l'antipsychiatrie? Qu'est-ce qui fait que l'Italie a été comme ça au cœur de l'expérience?
Extrapolation maximale. Oui, c'est difficile de répondre à cette question, sachant que Basaglia a toujours dit qu'il ne faisait absolument pas d'antipsychiatrie. Donc, après, il y a le contexte... Le contexte politique était très, 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 très favorable à la pensée de gauche, disons ça comme ça, au moment où Basaglia soutient la loi. Et il va vraiment soutenir la loi, il va devenir quasiment... Enfin, c'est un politicien, hein, Basaglia, hein, c'est pas... il participe très, très activement à l'écriture de la loi. Donc, ça se joue vraiment... sur la scène politique plus que sur la scène intellectuelle, je dirais, en Italie. Mais c'est pas de l'antipsychiatrie. Enfin, c'est pas pour rien que Basaglia appelle ça la psychiatria democratica, la psychiatrie démocratique. C'est le démos, le pouvoir au peuple, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui doit venir du peuple, quelque chose qui vient de la cité. C'est la cité. En fait, c'est pas chez Basaglia, c'est pas tant la cité qui rend malade que la cité qui doit soigner. Alors que chez Cooper, par exemple, c'est clairement la société qui rend malade, ou ce qu'ils appellent l'institution. Rien à voir avec l'institution à la Houry, mais institution au sens de l'institution. Alors tout y passe, hein, l'école, la famille. L'école et l'hôpital. C'est toutes ces institutions-là qui sont des vecteurs d'aliénation et qui participent à rendre, entre guillemets, malade. Donc, des contextes différents. Le secteur, vous en avez sans doute parlé. Oui, aussi quand même, rapidement. Oui, enfin quand même. On parle de cité, de psychiatre dans la oui, cité. Évidemment. On parlait de Bonafé, voilà. Évidemment. Paumel. Ouais. Paumel, une aspiration, effectivement peut-être politique, parce que comme vous disiez, la psychothérapie institutionnelle elle marchait sur ses deux jambes, c'est ça. Freud et Marx. Bon, aujourd'hui, c'est un peu... elle n'a plus de jambes. Mais franchement, j'en suis pas si sûre, parce que... sans faire de la pub ou je ne sais quoi, il y a quand même beaucoup de réseaux qui permettent aujourd'hui à des professionnels de survivre dans leur boulot et qui permettent d'inventer, il y a plein de, que ce soit le printemps de la psychiatrie, tous les réseaux autour de la psychothérapie institutionnelle, ça permet vraiment de ne pas être que dans la complainte, mais aussi dans la fabrique du dire au sens d'Houry, dans la fabrique d'initiatives et de nouveaux itinéraires, et y compris chez des praticiens plutôt âgés, et y compris chez des praticiens très jeunes, quoi. Et y compris dans des lieux très 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 malades. Bon. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions Vous dites que Basaglia, il ne parle pas d'antipsychiatrie. Psychiatrie démocratique, ouais. Alors, qui parle d'antipsychiatrie pour l'Italie? Oui, mais bien sûr, c'était le propos. C'est vrai, ça a été une reconstruction d'après-coup que de dire ça pique les yeux quand on lit l'antipsychiatrie française. Enfin, moi, en tout cas, ça me pique les yeux. Quand je lis l'antipsychiatrie française, l'antipsychiatrie italienne, c'est vouloir... c'est une négation du dissensus et de la disparité et de la différence, quoi. C'est-à-dire, c'est une évacuation de la pensée, je trouve. Mais bon, je suis peut-être un peu radicale. La notion de déstigmatisation actuelle, souvent, il y a l'impression que pour déstigmatiser le patient, donc il devient citoyen ou usager citoyen, ça passe parfois par une stigmatisation du soignant, notamment du psychiatre. Oui. L'antipsychiatrie, c'est pas tant la psychiatrie, mais c'est le psychiatre qui serait vraiment méchant et qui fait du mal parce qu'il parle mal de sa hauteur, de son... Bon, s'il n'y a pas ça actuellement, effectivement. Alors après, le champ psy sont très forts pour que les psys se querellent entre eux. Donc ça, effectivement, c'est...
Mais c'est pour ça que je finissais sur cette citation de Laing qui peut paraître un peu idéaliste, ou cuicui les petits oiseaux, encore une fois, là, décidément les oiseaux, c'est à cause du son du début, là, qui faisait peut-être. Qui parlait, Laing, de la solidarité. Et il se trouve que c'est Bonafé qui parlait de solidarité aussi. Et Laing, à ma connaissance, n'a pas lu Bonafé. En tout cas, il n'y avait pas de Bonafé dans sa bibliothèque. Il l'a peut-être lu, en tout cas, pas à ma connaissance, mais il y a quand même quelque chose c'est une piste qui n'est pas que de l'ordre de l'utopie. Qu'est-ce qui rend solidaire aujourd'hui, que ce soit les psychiatres, les psychologues, les médecins, les infirmiers, les agents de service hospitalier, les cuisiniers et les patients. Enfin, il y a quelque chose d'une solidarité à construire, à fabriquer, mais pour ça, il faut se rencontrer. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Donc on peut continuer ce voyage avec vous dans les antipsychiatries, dans la complexité de l'antipsychiatrie avec vos références, et puis peut-être qu'on complétera la bibliographie. Oui, dans ce séminaire, il est beaucoup question de livres, d'héritage, et de l'importance des livres pour penser notre exercice. Et donc la fois prochaine, c'est Caroline Dugène qui viendra nous parler justement de la question des bibliothèques à partir d'un exemple de celui de cet hôpital, de la bibliothèque donc Henriet. Donc on se retrouve le 14 mars à 20h.